travaille à Paris dans un cabinet libéral. Je suis psychologue clinicienne, psychopathologiste, psychothérapeute. MASP, c'est-à-dire que la population à laquelle je m'adresse, c'est surtout une population de personnes au potentiel. Donc je suis connue pour ça. Mais je travaille aussi sur tout ce qui est problèmes cognitifs, dépistage, bilan de difficultés cognitives chez les enfants, chez les adultes. Et j'établis des profils et ensuite je viens en aide de manière thérapeutique à ces personnes. Mon autre spécialité, donc c'est le numérique, le jeu vidéo. C'était une passion au début. J'ai travaillé comme rédactrice et testeuse de jeux pendant 4 ans et demi. Et après 4 années et demie, j'ai décidé de monter mon propre média. Donc je travaille avec un autre psychologue et une sociologue. Je suis rédactrice chef de ce média et ce média s'appelle psycheclic.com. Voilà pour les présentations. Donc Psycheclic, ça a une vocation psychosociologique. C'est vraiment pour re-questionner le média, l'outil, le numérique de manière différente. Donc forcément, on parle beaucoup de jeu et le thème de la conférence d'aujourd'hui est donc autour du jeu, voir un petit peu le développement du jeu et surtout quel intérêt nos enfants ont à jouer de manière générale et aussi en lien avec la question du jeu vidéo pour savoir comment et pourquoi jouer doit rester un acte important, nécessaire et qui est nécessaire à la construction psychique et sociologique, sociale de l'individu. Alors, je vais essayer de ne pas lire mes notes, je vais essayer de rester, je vais juste m'appuyer dessus pour que ça ne soit pas très rébarbatif, mais je vais devoir m'appuyer un peu dessus. Donc, le mot jeu, ça vient du latin. Jocus. Jocus, en latin, ça veut dire plaisanter. On a un excellent film à ne pas montrer à des enfants trop jeunes qui vient de sortir au cinéma, qui s'appelle le Joker, rival de Batman. Et à un moment donné, dans le film, c'est très bien expliqué. Le Joker, c'est celui qui fait des jokes, c'est celui qui fait des blagues. Donc en fait, Jocus, le jeu, la racine vient de là, c'est plaisanter en latin. Alors, le jeu, il existe depuis toujours. On imagine assez facilement Sapiens dans sa grotte en train d'aligner des cailloux pour pouvoir les faire tomber après. Et on se dit que Sapiens a dû tuer le temps un petit peu en jouant. Dans ces moments où il n'assurait pas sa survie, il faisait autre chose. Jouer existe depuis toujours aussi dans la construction de l'individu. On joue depuis notre naissance et on continue adulte à jouer. Pour la petite histoire, la jouissance et jouer, ça a la même racine avec cette idée de retirer du plaisir. Donc quand on est petit, on joue avec des petits jouets. Quand on est grand, on joue avec des grands jouets. Ne serait-ce que par rapport au plaisir qu'on prend à avoir une voiture qui roule bien, ou le plaisir qu'on prend à partir en vacances dans des endroits sympas où il va se passer plein de choses, ou à travers dans notre quotidien toutes les sources de plaisir qu'on peut prendre. Donc jouer, c'est vraiment un acte important, c'est un acte qui est là depuis toujours et très certainement que l'on joue même depuis le milieu intra-utérin où le jeu va passer par l'interaction qu'on va avoir avec son environnement extérieur. Pour ce qui est de la petite histoire du jeu, les archéologues n'arrivent pas trop à définir quand le jeu a commencé, mais encore une fois, très certainement qu'il est là depuis toujours. Tout ce qu'on sait, c'est que le jouet, donc l'objet extérieur qui permet de cristalliser le jeu, le jouet existerait depuis la nuit des temps et on aurait remonté à 3000 ans avant Jésus-Christ l'apparition du jouet en tant que tel à travers un quadrillage qui aurait été retrouvé sans qu'il y ait pourtant de jetons et peut-être même de manière plus ancienne encore. Jouer a fait partie aussi pendant un temps en Mésopotamie de tout ce qui était en lien avec le rituel religieux. Donc c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que le rituel religieux passait par le jeu dans la mesure où le jeu, source de plaisir, est de par nos religions et notre héritage judéo-chrétien actuel quelque chose qui pourrait être condamné. On n'a pas le droit de prendre du plaisir. Et c'est très certainement ce qui fait que nous, adultes, une fois que nous avons grandi, que nous sommes censés être des êtres responsables,
jouer, c'est quelque chose qui nous est plus ou moins interdit. On joue de moins en moins, quand on joue, on se cache, on ne le dit pas ouvertement, et surtout, on a de la culpabilité à jouer. En fait, cette culpabilité, elle vient donc de cet héritage judéo-chrétien. Prendre du plaisir, c'est mal, surtout si on est une fille. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, ça peut venir aussi d'un autre aspect par rapport à cette culpabilité de ne pas produire. On vit dans des sociétés où il faut produire, il faut que le temps dont on dispose, que la logistique dont on dispose, soit des ressources qu'on va utiliser à des fins productives, donc, et le jeu, ça produit rien, en apparence seulement, parce que, et c'est là l'introduction un petit peu du thème d'aujourd'hui, jouer c'est important parce que ça nous enrichit autrement qu'à travers des ressources matérielles. Ça va nous enrichir en tant qu'individu, ça va nous enrichir parce qu'on va pouvoir trouver une place dans une société grâce au jeu, parce qu'on va pouvoir se construire psychologiquement, intellectuellement, psychiquement, affectivement, socialement grâce au jeu. Que le jeu soit de société, jeu de plateau, jeu de rôle, il va nous apprendre quelque chose de nous, il va nous apprendre à dépasser certaines limites, et c'est en ça qu'il va être important. Alors, le jeu a fait beaucoup l'objet d'études en psychologie. On va attaquer un petit peu sur ce versant-là. Notamment, les études qui ont été faites autour du jeu vont concerner tout ce qui est le développement psychique de l'individu. Donc, comme je disais, on imagine bien Sapiens en train de jouer. Très certainement qu'il a appris du jeu aussi pour pouvoir développer son matériel intellectuel très reptilien, primitif à l'époque, pour pouvoir être encore en vie aujourd'hui. Mais le jeu, il y a un psychologue, Piaget, qui a fait toute une théorie sur la psychologie du développement, où il a pu mettre en évidence les aptitudes développées par les bébés à travers ce qu'on appelle le coucou-beu. On connaît tous, un coucou-beu, voilà, donc c'est la présence de l'autre, la permanence de l'objet, l'autre disparaît mais réapparaît, et donc c'est qu'il continue à exister même quand je ne le vois pas. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas inné pour les petits bébés, mais qu'ils vont apprendre à travers le jeu. Le jeu, selon Piaget toujours, va pouvoir ramener au-delà de la permanence de l'objet la capacité de comptage. Un bébé de 6 mois, selon Piaget, aurait déjà cette capacité de compter jusque 3 en fonction des travaux qui ont été faits, et ça on l'a découvert en faisant jouer les tout petits enfants et en étudiant les réactions dans l'interaction avec l'autre. Donc le jeu va beaucoup passer par l'interaction. Il y a un autre psychologue qui est un petit peu moins connu du grand public, mais qui a fait des travaux qui étaient très percutants. Donc c'est des travaux qui datent du début du XXe siècle. Je crois qu'on est autour des années 1900-1910, qui s'appelle Vygotsky. Et Vygotsky est un psychologue qui a évoqué quelque chose qui va être primordial dans l'appréhension du jeu par rapport au développement des capacités académiques d'un enfant, par rapport au développement de ses capacités intellectuelles. Il a établi ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Donc la zone proximale de développement, pour la caricaturer, je vais essayer vraiment de faire simple par rapport à cette question-là, c'est on a un espace qui est confortable, dans lequel on a déjà fait des acquisitions, par exemple par les différentes interactions qu'on a eues bébé avec son environnement. Et puis en tant qu'individu, mon objectif c'est de développer de plus en plus d'aptitudes, de capacités. Et donc pour pouvoir développer ces capacités-là, je vais attendre que la porte se referme parce que pour pouvoir développer ces capacités-là, on va élargir la zone de confort. On ne va pas essayer de la transgresser. D'ailleurs, si un jour quelqu'un vous dit « ouais, c'est facile, t'as qu'à sortir de ta zone de confort », dites-lui non, psychiquement c'est super dangereux. Mais il faut élargir cette zone de confort. Donc pour élargir cette zone de confort, il faut que l'enfant prenne suffisamment de plaisir pour pouvoir le faire, c'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose de confrontant pour lui, et il faut qu'il s'empêche un petit peu cette frustration. Donc on pousse les limites pour pouvoir acquérir de plus en plus de connaissances. Et dans cette zone proximale de développement, qui passe aussi par l'interaction, l'enfant va beaucoup agir par répétition, par mimétisme, mais dans cette envie
d'aller chercher des connaissances un petit peu plus développées ailleurs. Le jeu, en l'occurrence, que l'on parle du jeu, jeu de plateau, jeu de société ou autre, jeu de rôle, ou alors que l'on parle du jeu vidéo aujourd'hui parce que c'est l'outil plus actuel, cette zone proximale de développement va être encouragée par l'aspect ludique que la zone va pouvoir apporter à l'enfant et son envie d'aller chercher de plus en plus de connaissances et de grandir. Donc il y a d'excellents jeux qui ont été développés pour ça. Le jeu de société est là depuis toujours. Pour ça, le jeu de société, il porte super bien son nom, hein. Jeu de société. Moi, en tant que lacanienne, j'adore ce nom-là parce que le jeu s'appelle jeu GEU ou jeu JE et jeu dans la société. Donc, comment le jeu de société qui se passe sur un plateau, qui a des règles bien établies, sur lesquelles on doit apprendre à fonctionner, alors qu'elles sont peut-être posées, ces règles, par une espèce de forme d'autorité arbitraire. Qu'est-ce qui fait que moi je vais avoir envie de jouer avec ce jeu-là en fonction de mon système de valeurs, et si mon système de valeurs ne colle pas avec ça, comment je peux m'y adapter pour essayer de jouer quand même avec les autres, sachant que si j'ai pas envie d'y jouer, je vais me marginaliser de moi-même parce que je vais me tenir en dehors du plateau, donc je pourrai plus jouer avec les autres. Si je triche, je risque de me faire prendre. Si je triche et que je ne me fais pas prendre par rapport à mon système de valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça me renseigne sur moi? Donc le jeu de société, il est super bien fait pour cette raison-là. Donc tous ces jeux, quel qu'en soit le format, si on reprend un petit peu ce que nous dit Piaget et ce que nous dit Vygotsky, tous ces jeux-là vont amener à une transformation du matériel cortical de l'enfant qui va pouvoir se nourrir de ça, développer des nouvelles bases de conséquences. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de jouer quand on est un tout petit enfant, d'être dans l'interaction. D'ailleurs, on le voit malheureusement chez des enfants qui sont un petit peu en carence par rapport aux interactions avec l'adulte ou avec une fratrie ou autre. Des fois, ça se passe de manière un petit peu plus compliquée pour, par exemple, les premières acquisitions scolaires, parce qu'il n'y a pas eu ce terreau-là qui est favorable au développement de l'enfant. Donc, par rapport aux aspects pédagogiques, il est effectivement important de jouer. Et il est important que les jeux qui s'adressent aux enfants de tout âge et peut-être même aussi aux adultes puissent permettre encore de nourrir d'un point de vue pédagogique, les personnes. Mais on peut trouver une source de pédagogie, d'apprentissage en toute chose. Après, c'est encore une question de modération et de savoir comment on utilise les outils qui sont à notre disposition. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, au-delà de ça, le jeu, il va avoir plusieurs fonctions. Il a toujours eu plusieurs fonctions. La première étant l'appartenance peut-être au groupe, le sentiment d'appartenance au groupe. Le jeu sous-tend ce qu'on appelle en psychosocial le partage social. On le voit d'ailleurs sur des grands titres, des grandes licences de jeux vidéo aujourd'hui. Celui qui joue pas à tel ou tel jeu, il va passer pour un as dans la cour de récré parce que ah ouais, t'as pas joué à ça, t'es trop nul, de toute façon moi je te parle pas parce que tu sais pas. Mais finalement là on est sur une caricature presque de ce que peut être le jeu vidéo dans cet espace-là. Il y a 15, 20 ans, 30 ans en arrière, quand j'étais adolescente, donc il y a 30 ans en arrière, celui qui regardait pas la télé, il passait pour un âne parce qu'il n'avait pas regardé la télé la veille ou le soir, et dans la cour de récré c'était un petit peu un isolant social. Donc le jeu a des vertus socialisantes depuis toujours. Il rassemble, on joue à un jeu de plateau, le dimanche après-midi quand il pleut en famille, on se rassemble autour du jeu de plateau. C'est un moment d'échange, c'est un moment où on peut discuter, c'est un moment où on peut ouvrir sur d'autres choses. Moi je vois bien en thérapie par rapport aux enfants qui viennent, le jeu, même si on joue 5 minutes, c'est un moyen d'échanger sur quelque chose d'un peu sympa, d'un peu cool et qui va établir un autre rapport. J'imagine que dans les cabinets d'orthophonie, c'est la même chose. Le jeu permet d'avoir une approche avec l'enfant qui va permettre de faciliter ensuite certaines prises en charge, qui va faire mieux accepter, mieux adhérer l'enfant à ce qui est en train de se passer. Donc le jeu est aussi important dans ses aspects socialisants pour ces raisons-là. Le jeu, c'est aussi un environnement social. Quand je disais tout à l'heure petit jouet et grand jouet, même si nous nous défendons de jouer, nous continuons quand même à jouer en tant qu'adultes. Alors moi j'ai de la chance de pouvoir le faire dans le domaine jeux vidéo et pas m'en cacher parce que j'ai décidé d'en faire mon boulot aussi. Donc, voir où j'ai joint l'utile à l'agréable, ça je vous laisse deviner. Mais je vois, j'ai des amis qui, adultes, prennent des cours de théâtre, font des cours d'impro, vont à la danse, et tout ça, en fait, on a juste changé le nom, on a juste changé l'étiquette. C'est pas un jeu, c'est une activité. Ouais. Et on le demande d'ailleurs aux enfants en grandissant, on ne dit plus à quoi tu joues, mais c'est quoi tes activités extrascolaires?
Ah oui, bah, je vais jouer. Je vais jouer au tennis, je vais jouer au football, je joue du piano. Vous voyez, le mot jouer, on va le retrouver dans différentes activités en lien avec la créativité, avec l'envie d'exploiter et en lien avec aussi ces échanges interpersonnels qui font de nous autres êtres humains des êtres grupaux en dehors du monde du travail et de la production pour lequel on est censé être à 100% adhérent et ne pas jouer à côté. Mais ça fait partie vraiment de la construction. Ce mot jouer, jeu est vraiment intéressant parce que on oublie parfois qu'il faut jouer. Quand un enfant se met un instrument de musique, il faut que j'aille au piano. Non, il faut que tu ailles jouer au piano. Il ne faut pas, il faut que j'aille au piano. Vous voyez, il y a un peu cette notion de plaisir qu'on va désengager, alors qu'en fait elle est extrêmement importante, encore une fois, pour la construction de l'individu, parce que prendre de plaisir, dans quoi qu'on fasse, c'est le meilleur moyen de pouvoir adhérer à ce que l'on fait et à pouvoir en tirer un profit personnel. Voilà pourquoi le jeu, au niveau de la construction psychique et sociologique, va être important. Le jeu peut avoir aussi d'autres fonctions. Le psychanalyste Winnicott avait en ça de parler d'objets transitionnels pour les tout petits. Donc l'objet transitionnel, c'est ce qu'on appelle le doudou. Le doudou, on a tous plus ou moins eu un à un moment donné de notre vie, surtout tout petit, très certainement. C'est la petite peluche qu'on trimballe de la maison à la crèche, de la maison à l'extérieur. Il fait le lien, en fait, cet objet transitionnel, entre la maison et l'extérieur, sur quelque chose qui est associé à une image réconfortante, à quelque chose de l'ordre, encore une fois, du plaisir. Il assure aussi à l'enfant la permanence de l'objet. Il a l'odeur de la maison, c'est une odeur qui est familière, c'est une odeur qui va être là partout, que je vais pouvoir prendre partout avec moi. D'ailleurs, on parle beaucoup d'objets transitionnels pour les enfants. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, avec ça dans nos poches, ne soyons pas devant une fonction doudou aussi de cet objet-là, parce qu'il nous rappelle continuellement le contact avec nos réalités, avec nos environnements respectifs. D'ailleurs, on se sert maintenant de cet outil-là aussi de plus en plus pour jouer. Qu'à prendre le métro à Paris aux heures de pointe à 7 h du matin et vous verrez à quel point les gens ont déserté le livre qui les isolait un petit peu de leur environnement pour être sur leur smartphone et puis jouer. Il faut savoir que les chiffres du CEL sont tombés et qu'il y a 2 jours et qu'aujourd'hui, il y aurait en France 71% de joueurs et que sur ces 71% de joueurs, la moyenne d'âge serait de 40 ans. Donc on a tendance à penser que le jeu, le CEL, c'est l'organisme qui légifère un petit peu le jeu vidéo. Pour faire en gros. Et donc, on a cette idée que ce sont les adolescents, les enfants qui jouent, mais en fait, les quarantenaires sont les plus gros joueurs. Je situe une niche par rapport à cet environnement-là. Il faut savoir que les quarantenaires, c'est ma génération, et que ma génération, encore une fois, on est les premiers parents à avoir joué. On est né avec des consoles dans les mains, enfin presque. Mon premier jeu vidéo s'appelait Aigle d'Or. C'était un jeu où il y avait encore des cassettes avec des bandes magnétiques, où il fallait remonter la bande magnétique avec le crayon pour recaler. On jouait sur un appareil qui s'appelait un TO7. Enfin, je parle de ça, c'était juste qu'il n'y avait pas encore des dinosaures qui passaient derrière nous quand on jouait, mais c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 30 ans. Et l'outil s'est fortement développé, il est beaucoup plus accessible. Quand on parle d'impulsivité, par exemple, par rapport aux structures corticales des enfants, voilà, il y a une espèce d'immédiateté dans le jeu qu'on n'avait pas à l'époque. Le jeu vidéo nous a appris la patience, parce que quand il fallait recaler la cassette au bon endroit pour retomber sur le bon moment du jeu qu'on n'avait pas enregistré, parce qu'on ne pouvait pas enregistrer nos parties à l'époque, et qu'il fallait tout recommencer parce que juste la cassette s'était coincée et que ça ne marchait plus, on a appris la patience aussi grâce au jeu vidéo. Donc le jeu vidéo peut aussi, le jeu, de toute façon, peut apprendre la patience. Ça apprend la patience, ça apprend l'humilité, ça apprend la persévérance, ça apprend aussi l'échange avec les autres, comment bien dialoguer aussi avec les autres pour ne pas que l'autre s'énerve et envoie balader les cartes et ne plus avoir envie de jouer. Donc il y a tout un tas d'aptitudes sociales aussi qu'on va développer à travers le jeu. Et très certainement que ces aptitudes sociales-là se sont toujours développées à travers le jeu, parce que c'est la première activité de l'homme finalement, de jouer, de prendre du plaisir. Encore une fois, on joue dans le milieu intra-terrain,
très certainement qu'au moment de la tétée, pour les premiers enfants, il y a aussi une forme de jeu qui s'installe dans l'interaction avec la mère ou avec le tiens là, tu vois ton biberon, bah, je vais le faire durer 3 heures parce que pendant cela, il y a une sorte de jouissance aussi à ça. Donc le jeu est important pour toutes ces raisons-là. Winnicott parlait aussi dans la fonction jeu. Ça c'est intéressant parce que Winnicott c'est un psychanalyste qui existait bien avant le jeu vidéo et il avait mis en place une distinction que l'on pourrait traduire si on gardait que l'anglais par le game et le play. Or le gameplay c'est un mot qu'on emploie beaucoup pour le jeu vidéo. Et il faisait la distinction entre les deux, entre le game, c'est quelque chose de plutôt, alors je confonds toujours un peu les deux, mais quelque chose de plutôt un peu défini, avec des contraintes, avec cette idée-là que les choses doivent rentrer dans un cadre de fonctionnement, et le play sur quelque chose de complètement plus ouvert. D'ailleurs, un bon gameplay dans un jeu vidéo, c'est un gameplay où on va être dirigé par le jeu pour pouvoir atteindre un objectif, mais qui va être suffisamment ouvert pour qu'on puisse prendre du plaisir à exploiter, à rechercher et à faire travailler notre imagination. L'imagination dans le jeu, c'est quelque chose de primordial. L'imagination aussi, dans la construction en tant qu'individu, c'est quelque chose de primordial. Si on ne rêve pas, si on n'imagine pas, si on ne projette pas, on a une vie intérieure qui va être plutôt pauvre et qui va finalement aussi avoir une incidence tant sur le développement cognitif que sur le développement psychique parce que ça va nous contraindre à un certain mode de fonctionnement. Donc voilà, ça c'était un peu la minute de psy un petit peu lourde. Donc on est revenu sur là le côté socialisant, l'individu membre d'un groupe, le système de valeurs. Donc c'est aussi un lien intergénérationnel et ça c'est assez nouveau et c'est assez intéressant. On voit que le jeu fédère les générations. On joue de plus en plus, la nouvelle génération de parents tendance à jouer de plus en plus avec les enfants. Ça devient important de passer du temps avec les enfants et ça devient important de le passer de manière qualitative. Ah, ça y est, oui. Juste avant, parce que du coup, je fais un petit parallèle avec votre spécialité. Ouais. Je me demandais, est-ce que le jeu, il doit être adapté du coup aux potentialités d'un enfant? Est-ce que jouer, ça a la même fonction chez l'enfant? Enfin, je me doute bien que ça a une fonction très importante pour le développement de l'enfant, Ouais. mais est-ce qu'on doit d'autant plus adapter le jeu en fonction justement du petit bout qu'on a devant nous? Et voilà, s'il y a en effet un HP derrière, est-ce qu'on doit tourner autrement? Est-ce qu'il y a des objectifs différents à atteindre? La grosse différence que j'observe, c'est les centres d'intérêt pour les jeux, en fonction de cette structure cognitive. Alors, faut savoir que pour les autres, un enfant HP, c'est un enfant qui a au niveau diagnostic plus de 132 QI et qui alors on n'est pas idiot à 128, on n'est pas Einstein à 132, hein. Tout est relatif aussi. Il y a une espèce en plus d'effet de mode par rapport à ça où tous les parents souhaiteraient que leur enfant puisse être diagnostiqué HP, avec parfois des implications qui peuvent être lourdes par rapport à ça. Mais on voit dans les centres d'intérêt des enfants au potentiel qu'ils ont envie de jeux plus de grands. Donc ils vont aller naturellement vers des choses où le matériel psychique et émotionnel n'est pas forcément adapté à leur jeune âge et on est censé un petit peu les réfréner par rapport à ça. Après, il y a toute une série de jeux qu'on va trouver, alors c'est malheureusement pas les jeux les plus vendus, mais c'est des jeux qui existent, qu'on va trouver en téléchargement sur des plateformes comme Steam ou autres, qui sont ce qu'on appelle des serious games. Et c'est des jeux qui sont assez friands de ça, de serious games. Donc on va trouver des jeux de puzzle, des jeux d'énigmes. Enfin, moi, j'ai des gamins qui adorent jouer. Alors il y a une série un peu vieillotte maintenant, mais qui est pas mal, qui s'appelle Sherlock Holmes. Bon là, c'est clairement des énigmes. Donc ils ont ce côté un peu je joue à un jeu de grand, mais ça reste de l'énigme. On n'est pas sur du Call of Duty où on doit dézinguer tout le monde et pas réfléchir. De toute façon, c'est les enfants qui aiment réfléchir. Donc ils ont un intérêt prononcé pour des jeux de grand parce que ils ont cette curiosité intellectuelle d'aller chercher ça et parce que c'est des références. Après, voilà, il y a d'autres types de jeux vers lesquels on les amène assez facilement. C'est ça qui est difficile en fait, c'est de respecter en fait leur envie et leurs besoins
d'avoir peut-être un petit peu plus, Oui, mais à la fois voilà, respecter leur construction psychique, qui complètement. n'est pas forcément en décalage avec d'autres enfants, donc c'est le juste équilibre qui n'est pas évident aussi à Oui. trouver. J'ai eu un gamin une fois, 9 ans, qui s'en reconnaîtra parce que je sais qu'il regarde ce que je fais, donc Milan, c'est pour toi. Mais je me souviens quand tu avais 9 ans, tu m'avais demandé si je pouvais essayer de convaincre ta mère de t'acheter Bayonetta. Je ne sais pas si vous connaissez Bayonetta. Bayonetta, c'est un jeu PJ-18. C'est l'histoire d'une vampire hyper sexualisée qui voit le monde dans un bain de sang. Non, Milan, c'est pas trop ce qui est le plus adapté pour toi. Va plutôt demander à ta mère qu'elle t'achète Mario Odyssey. Et le gamin, il s'est éclaté avec Mario Odyssey, mais Bayonetta, ça l'aurait traumatisé, même s'il est extrêmement intelligent. Milan, tu es quelqu'un de très intelligent, mais ça aurait moins bien fonctionné pour lui. Mais d'entrée de jeu, c'est vrai que la maman me disait, ben, moi, il me dit, va acheter ce jeu-là parce que intellectuellement, je pense que ça correspond. Ben, naturellement, la maman, il va aussi. Donc c'est important que les parents connaissent bien les jeux, sachent. C'est pour ça que je pose souvent la question. Jamais votre gamin il joue, ok, mais à quoi il joue et renseignez-vous. J'ai mon confrère Jean-Paul Santoro qui était là hier avec moi. À l'époque de GTA, qui était un jeu qui était très très demandé par les jeunes adolescents. Il fallait jouer à GTA, on avait 12 ans, le PG était à 18, mais il fallait jouer, tout le monde y jouait dans la cour de récré. Il y avait une curiosité par rapport à ça presque. C'était normal que de jouer à GTA, alors qu'en fait pas du tout. Et les parents achetaient GTA en pagaille. Et il a fait un petit test, il a fait 3 minutes des scènes les plus dures qu'il a pu voir dans GTA. Il a fait un montage vidéo et il a passé ça systématiquement aux parents qui venaient pour des problèmes avec leur gamin en lien avec le jeu vidéo. Et les parents disaient, mais c'est quoi ça? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Enfin, vous êtes complètement fou de nous montrer ça, mais monsieur, dame, c'est le jeu que vous venez d'acheter à votre enfant. Votre enfant, il passe 2 heures par jour le week-end, chaque jour, sur ça, sur ces images-là. Mais il fallait cette prise de conscience-là. Donc oui, ils vont demander plus. Mais on va aussi avoir le phénomène inverse pour des enfants qui vont être déficients intellectuels. Souvent, les parents vont acheter du jeu vidéo parce qu'on leur a dit que le jeu vidéo pouvait permettre de développer certaines aptitudes au niveau cortical, ce qui est vrai en soi si c'est accompagné. Et donc ils vont acheter des jeux vidéo à foison, ils vont acheter, ils s'y connaissent pas, donc ils vont acheter le jeu qui est en tête de gondole au Carrefour du coin, enfin pour pas le citer, et puis ils vont vendre, enfin voilà, ils vont donner ce produit-là aux enfants, en disant bon, voilà, il va jouer, ça va rentraîner au niveau de son cerveau, enfin, mais ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants pour pouvoir le faire. C'est pour ça que c'est à nous, professionnels de santé aussi, d'éclairer par rapport à ces questions-là. Voilà, je sais pas, ça répond à la question. Ouais, ok. Donc là, j'étais un petit peu en train de parler donc, du lien intergénérationnel. On le voit beaucoup sur le phénomène rétro gaming, ça aussi, notre génération de parents. On a un petit côté rétro dans notre manière de jouer, ce qui fait certainement le succès de la console Switch aussi, avec tout ce que Mario a pu ramener dans l'environnement jeu vidéo. Mais on a envie de montrer ces jeux-là aussi à nos enfants, et les enfants sont assez friands de ça. J'étais sur un salon rétro gaming au replay de Montsartou la semaine passée. On voyait des gamins avec les yeux qui brillaient sur des Space Invaders. On se disait mais c'est bien. Alors, le gamin disait ouais, on voit que c'est un jeu ancien, mais ouais, c'est bien. Enfin, on voit qu'il y a un intérêt aussi pour ça, donc ça peut être important. Au-delà du jeu vidéo, de toute façon, voilà, jouer est devenu quelque chose qu'on peut facilement partager, parents-enfants, grands-parents-enfants, et qui permet de passer des bons moments et d'apprendre aussi à connaître l'autre dans la cellule familiale. Donc voilà pour le côté intergénérationnel que je trouve intéressant aussi. Après, donc l'imagination, on en a parlé aussi de la marginalisation quand on refuse de jouer à certains jeux de société. Donc attention à la marginalisation par rapport aux jeux plus modernes et notamment par rapport aux jeux vidéo dont le PJ n'est pas adapté à ces enfants-là, parce que il y a un gros phénomène aussi cours de récré par rapport à ces questions-là, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que nous on avait avec la télé il y a 20 ou 30 ans en arrière. Voilà, après quoi je pourrais vous parler sans trop que ça soit rébarbatif.
Ouais, par rapport aux questions qui sont souvent posées, hein, par rapport aux jeux vidéo. Donc, le jeu vidéo a souvent été décrié comme rendant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, addict, violent. Voilà, c'est très cultivé par les médias aussi, ça l'a été pendant longtemps, ça le reste. Dire, mais là, socialement, je prends un fait divers, il y a une tuerie en Alabama, 30 montent au créneau pour dire ah ouais, mais je joue aux jeux vidéo, donc les jeux vidéo c'est mal. Cet individu-là a agressé une grand-mère un jour pour lui piquer son sac à main, la grand-mère est morte, ah ouais, mais quand il était jeune, il a quand même fait une partie de GTA, enfin. Moi j'en sais rien, j'ai été prise une fois sur un excès de vitesse, c'est peut-être parce que j'ai joué à Mario Kart quand j'avais 10 ans, enfin, la corrélation a été un peu trop vite établie et le fait qu'on était en train de créer une société de psychopathes et de sociopathes parce qu'on jouait avec des jeux violents, c'est un peu tombé en désuétude, mais c'est encore une question de comment on consomme le jeu vidéo. Je suis psy, je travaille 10 heures par jour dans mon cabinet, ça me demande une attention soutenue. J'ai une console au bureau, je suis une grosse mordue de Street Fighter. Le soir, je me fais ma partie de Street Fighter avant de rentrer chez moi. Ça me permet un petit peu de désengager un petit peu par rapport à cette question d'impulsivité, de la colère, des émotions que je peux ressentir. Ça peut être un exutoire aussi. On nous posait la question hier, à juste titre, de l'effet un petit peu catharsique qu'il peut y avoir derrière le jeu vidéo, en disant, mais voilà, est-ce que ça favorise justement de pouvoir décharger au niveau de l'activité pulsionnelle? J'ai envie de dire oui quand c'est contrôlé, mais attention aussi à ne pas entretenir le côté pulsionnel, notamment par rapport à cette question de structure corticale qu'on peut entretenir dans l'impulsivité, dans le manque de contrôle. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant pour les enfants, pour les jeunes enfants et jeunes adolescents. C'est qu'il faut savoir que par rapport à l'impulsivité, ce qui va vraiment faire la différence, c'est au niveau du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre de ce qui se passe dans notre cerveau. Il est là et il doit gérer un petit peu, coordonner tout le reste, dont l'inhibition du geste et de l'impulsion et la gestion des émotions. C'est lui qui doit dire wow, on va se calmer là, un petit peu dans tout ce qui se passe, sauf que le cortex préfrontal, au moment de l'adolescence, on ne sait pas trop pourquoi, mais il fait plus trop bien son job. Très certainement parce que les autres parties structurantes du cerveau sont en train de se développer et que les ressources sont mobilisées à ça et que le cortex préfrontal il se met un petit peu en mode repos. Or, typiquement, l'adolescence, début de l'adolescence, c'est l'âge auquel ils vont commencer à jouer à certains jeux vidéo, voire à des jeux vidéo pour des plus grands qu'eux encore, avec des PJ qui ne sont pas adaptés à leur âge. Donc faire attention un petit peu à cette période-là qui est un petit peu plus fragile pour les adolescents qui pourraient jouer à ce genre de jeu parce qu'ils n'ont plus vraiment plein contrôle sur ce qu'ils font et la manière dont ils peuvent gérer les choses. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Le jeu vidéo aussi, parce qu'on est obligé d'en parler, va amener au développement d'autres activités. Je trouve qu'il a relégitimé le fait que nous, adultes, pouvons jouer. En fait, il y a encore 10-15 ans en arrière, jouer pour un adulte, c'était suspect. Aujourd'hui, à 40 ans, on fait des escape games, on est très friand de ça. Alors, il y avait les laser games il y a encore une dizaine d'années, ça tourne moins bien maintenant, mais c'était quand même un gros phénomène. On se fait des soirées jeux de société entre potes. Donc ça, c'est peut-être la preuve qu'on vieillit parce qu'on va plus en boîte, mais on se fait des soirées de jeux de société et on adore ça. On se fait des blind tests entre nous. Voilà, ça, et puis on connecte nos switches ensemble, et puis en général, on se passe des bons moments, et ça, on se passe des bonnes soirées comme ça, mais ça a relégitimé le fait que bah ouais, l'adulte peut jouer aussi. Preuve que aussi, de manière instinctive, intuitive, on a aussi besoin de ça en tant qu'individu pour créer encore une fois du lien social et pour pouvoir au-delà de l'aspect, c'est quand même le plus gros aspect du jeu vidéo, du jeu tout court, c'est de pouvoir se détendre. Au-delà de l'aspect détente, il y a aussi cet aspect socialisant et construction. Et même dans certaines entreprises, maintenant, on favorise ça. Il y a des escape games qui sont complètement voués au comité d'entreprise et qui permettent de développer ça.
Et puis le jeu continue d'évoluer, on le voit à travers le jeu vidéo, dans tout ce qui est réalité virtuelle, dans tout ce qui est réalité augmentée, et puis on prend de plus en plus de plaisir aussi à évoluer avec le jeu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Vous avez des questions encore, ou il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne un petit peu? Moi j'ai une question, mais Ouais. je ne sais pas encore très bien comment la formuler. Ok. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Mais est-ce que avec les jeux vidéo, on n'a pas un problème? C'est pas dans le sens où le jeu en lui-même est un problème, mais dans le sens où ça enlève un aspect du jeu, justement, on parle du jeu large, parce qu'on parle des jeux de société, on parle des jeux au final de jouer du piano, où il y a de la créativité, où il y a de l'activité physique. Voilà, par rapport à... Et est-ce qu'avec les jeux vidéo, on n'arrive pas à tout ce côté justement activité physique en fait, où il y a aussi le côté physique du jeu, Oui. le côté on a besoin de se dépenser, on a besoin de faire des choses. Pas que ça d'ailleurs, même le jeu de société, par exemple, ils s'en désintéressent. Et c'est en forçant les enfants de bien faire comme une partie qu'ils découvrent et qu'ils apprécient. Mais sinon, par eux-mêmes, bof, ça non, ça les isole sur un seul type de... Alors bon, il y a un autre côté, c'est bien, là maintenant avec le jeu, la réalité virtuelle, on revient un peu à ce côté activité physique. Bon, la Switch, il y a ce côté où on va bouger et tout ça. Mais est-ce que, voilà, on n'a pas tendance avec la Xbox, on est assis comme ça pendant 4 heures? On est passif. Il y a un gros problème de santé publique aussi par rapport à ça, vis-à-vis de la sédentarisation de nos jeunes, effectivement. Les jeunes qui sortent de leur chambre, souvent les parents nous disent oui, ils ne voient plus la lumière du jour. Oui, c'est des jeunes qui sortent plus, qui vont plus faire du vélo. J'ai un petit gamin hier qui me disait mais moi je veux bien aller faire du vélo, sauf que je suis tout seul. Les copains ils sont pas là pour faire du vélo avec moi. Donc c'est à nous aussi, parents, d'être vigilants par rapport à cette question-là. Il y a une autre question derrière cette question, c'est la dématérialisation du jeu. La fonction jouer, l'objet jouer, finalement disparaît au profit d'écran, au profit, on pourrait dire ouais mais l'écran, une manette c'est un jouet, c'est pas la même chose que de se réapproprier un jouet. Je vois par exemple pour tout ce qui est jeu de tir, quand on était gamin on jouait aux petits soldats, moi j'en ai massacré plus d'un des soldats de mon frangin, ces petits soldats verts, vous voyez les trucs en plastique là qui ils ont pris, hein. Mais là je n'ai plus la fonction jouer, et l'objet joué vient signifier quelque chose. En psychologie c'est extrêmement important parce que ça vient signifier quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur, qui fait que là on est sur une jonction. Donc en termes de construction psychique, cette jonction là elle a tendance un petit peu à disparaître. Alors il y a un développeur qui a été très malin par rapport à ça, c'est Nintendo Labo. Nintendo Labo, ils ont réussi à créer un produit où ils permettent à l'enfant de se réapproprier un petit peu le jouet. Il y a de l'agir, il y a quelque chose à construire, il y a un objet matérialisé qui va nous faire comprendre qu'on est en train de jouer. Là où, en mon sens, ils ont un petit peu dérapé, c'est avec le labo VR, où ils ont redonné à des enfants très jeunes l'idée qu'ils puissent accéder à de la réalité virtuelle, et je pense que là, ils ont ouvert une brèche par rapport au matériel psychique. Est-ce que c'est pas plus un coup marketing? Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de réellement... Ouais, on réintroduit quelque chose, mais est-ce qu'on n'est pas plus sur de la consommation et... Ça reste une entreprise qui produit pour vendre. Donc à partir de là, tout ce qui est développé dans le jeu vidéo ou ailleurs, on pourrait se dire que société de consommation oblige, on est dans cette dimension-là. Nintendo VR, le Nintendo Labo. Oui. Alors le Nintendo Labo, c'est vous recevez un kit et vous avez des jouets en carton que vous devez monter vous-même, dans lequel vous insérez votre Switch et vous pouvez jouer avec votre Switch à travers l'objet en carton. Donc vous pouvez construire un piano, il y a un espèce de sac à dos pour chasser un peu les fantômes, un peu comme un Ghostbuster, enfin vous allez être sur ce type de matériel. Donc jusque-là, moi je trouvais ça sympa parce que vraiment ça a réhabilité la fonction jouer. En plus, c'était quelque chose que les enfants auxquels ils s'adressaient, je crois qu'il y a une PJA 7, enfin un PJA 7 sur ce type de matériel,
les enfants n'étaient pas en mesure de monter eux-mêmes ces structures-là et avaient besoin de l'interaction avec l'adulte. Donc il y avait besoin d'un parent qui soit là, qui accompagne. Donc ça permettait vraiment de créer du lien autour de la Switch, autour de ce jeu vidéo. C'est des contenus qui sont très enfantins, très adaptés aux tout petits, mais avec une idée de pouvoir ouvrir à des discussions ou de pouvoir initier des enfants à développer certains goûts pour certaines activités, comme le piano par exemple. Donc, moi, le produit Labo, c'est un produit en tant que psy que j'aimais bien. Enfin, je l'aime bien, ce produit. C'est un produit que j'offre assez facilement d'ailleurs aux amis qui ont des enfants qui jouent à la console. Voilà. On m'a donné l'occasion, donc à l'époque quand je travaillais chez Gamergen, on m'a donné l'occasion de tester le Labo VR en conditions réelles. C'est-à-dire qu'on était sur un salon, c'était ici, c'était à la Mangazur au mois d'avril. Et j'ai testé ça sur des petits minots à longueur de journée. Donc il y a 400 enfants qui ont eu le matériel dans la main. Autant vous dire que le matériel en carton le soir il était mort. Mais par rapport à la construction, donc il y avait vraiment ce côté interaction. Mais alors après, par rapport à l'immersion, c'était des choses qui, malgré les contenus enfantins, on le voyait au niveau psychique, n'étaient pas du tout adaptées aux enfants de cet âge-là. Et encore, c'était pas un casque, c'est-à-dire que le casque n'est pas porté par l'enfant, il doit le tenir à la main. Donc on pourrait se dire que là, l'objet qui fait transition entre le dedans et le dehors, il est respecté parce que l'enfant est obligé de se coller le masque, mais c'était tellement immersif que j'avais des enfants qui étaient pas bien après. Donc à court terme, je vois l'effet, j'imagine ce qui pourrait être à long terme. Ce qui m'a surtout posé question avec ce produit-là, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir, et c'est un peu ce que je redoute pour cet hiver et pour les cadeaux de Noël qu'il va y avoir sous le sapin, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la porte à la réalité virtuelle chez les jeunes enfants, alors qu'on sait éperdument que le matériel psychique n'est pas du tout en état de recevoir ce genre de produit. Ça me pose un petit peu plus question parce que c'est une niche aussi. On parlait du côté commercial un petit peu qu'il peut y avoir derrière tout ça. Effectivement, les enfants voient les grands avec la réalité virtuelle, il y a un côté un peu magique au truc, on voit les images à la télé, on le voit dans les films, les dessins animés, maintenant c'est partout. Je vois même l'affiche du festival ici, on voit un enfant avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Donc c'est aussi le côté, le futur du vieux il est là, donc il faut y être, il faut tout de suite mettre le pied dedans, et on a été comme ça aussi à leur âge. Moi, ma première console c'était waouh, c'était il fallait. Là, on a une niche économique, effectivement, dont je pense les grands développeurs vont se saisir pour créer des contenus, entre guillemets, adaptés en termes de contenu sur les réglementations PJ qui vont être très très adaptés à l'enfant et qui, dans les faits, risquent de détériorer de manière plus importante encore le matériel psychique. Donc, à être vigilant. Je pense que c'est notre rôle d'être vigilant par rapport à ça. Voilà. Ça a été trop... Non, c'est juste ce kit Nintendo Labs. Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? Est-ce que c'est pas juste un moyen de réintégrer au final l'enfant dans la réalité plutôt que d'intégrer la réalité, le jeu dans la réalité? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, on crée un besoin, parce qu'on avait le jeu vidéo et on se rend compte que le jeu vidéo, ça déconnecte complètement l'enfant de la réalité. Ouais. Je suis pro jeu vidéo, hein, j'adore les jeux vidéo, je suis un grand fan, mais... Hein? Mais est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? C'est que ces jeux vidéo déconnectent l'enfant de la réalité, du coup on cherche un moyen de faire croire qu'on reconnecte la réalité en disant voilà, la Switch c'est bien parce qu'au final il y a ce Nintendo Labs, mais par exemple au salon il y a des gens, ils vendent des kits de construction en bois. Est-ce que c'est pas plus intéressant au final d'offrir ça qui est vraiment un objet réalité qui nous réintègre vraiment dans la réalité, plutôt que d'offrir cette chose qui va encore plus ancrer l'enfant dans... Je pense sincèrement, mais c'est une question, encore une fois, de qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant aussi en tant qu'adulte. C'est quoi vous voulez. Bon, on voyait, tout à l'heure, on parlait de CSP par rapport au jeu. Il faut savoir que sur la dernière... Alors, il n'y a pas d'études au sens large qui ont été menées sur le jeu. C'est dommage, mais
il n'y en a pas. On va en avoir sur le jeu vidéo, on va en avoir sur le genre, on va en avoir comme ça un petit peu, et on arrive à recoller un petit peu les morceaux de tout ça pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau social. Et c'est dommage que la sociologue qui devait être là n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle vous l'aurait expliqué mieux que moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les familles qui ont une CSP plus élevée jouent plus facilement aux jeux de société qu'aux jeux vidéo. Il y a plus de joueurs de jeux vidéo sur des CSP basses ou moyennes. Et on sait aussi que les jeux vidéo, les jeux de société sont aujourd'hui, pour ceux qui sont vendus, parce qu'effectivement les parts de marché diminuent, mais c'est des jeux qui vont amener plus sur des aspects pédagogiques, accroissement de la culture générale. Donc on sait qu'il y a une vraie recherche des parents qui achètent du jeu de société aujourd'hui, d'aller vers des jeux qui ont des vertus pédagogiques, alors qu'avant c'était vraiment de l'amusement. Enfin, si vous faisiez une partie, je citais deux, trois noms, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a, les destins par exemple. On prend le jeu destin auquel on a tous plus ou moins joué quand on était enfant. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais c'était un jeu où on tournait une roue, on avançait de 3 pions une petite voiture, et puis on se mariait, on avait un super plan de carrière, et puis enfin bon, bref, c'était vraiment un jeu de hasard finalement, et il n'y avait pas besoin de vraiment réfléchir, et ça initiait pas grand chose autrement que au niveau sociétal, ce que pourrait être un avenir ou autre, mais ça ne demandait pas une grande capacité de réflexion, quoi, pour faire Le jeu, quand au 19e siècle, il a repris, ça y est, avec le Monopoly. Ouais. C'était totalement pédagogique et même plus aspect moralisateur. Le Monopoly, le jeu capitaliste par excellence, dans une société qui tendait à le devenir. Faut savoir que, alors je ne sais plus le nom de ce jeu, mais le Monopoly serait l'héritier d'un jeu qui était transmis chez les personnes de culture et de religion juive, qu'on se transmettait de parents à enfants. C'est assez rigolo de savoir cette anecdote, mais le Monopoly, c'est un jeu capitaliste par excellence. Le jeu de Scrabble continue à extrêmement bien vendre, par exemple. C'est un classique du jeu de société, le jeu de Scrabble. Le Trivial Pursuit, c'est extrêmement bien vendu à l'époque aussi. Mais on voit aujourd'hui dans les jeux de société qui sont recherchés, il y a plus de place aux petits jeux indépendants où on va vraiment avoir cet aspect. Moi, j'ai énormément de gamins qui vont jouer à des jeux où ils vont apprendre sur l'histoire, où ils vont vraiment étendre leur connaissance. Et je pense que les parents qui s'intéressent encore aux jeux de société, dans le sens aussi où on passe du temps à jouer avec nos enfants, vont aussi avoir ce souci-là d'apporter des choses qualitatives pour pouvoir passer du temps qualitatif avec eux et pour pouvoir leur permettre de se développer en cultivant le matériel intellectuel. On utilise aussi beaucoup, j'en parlais avec ma consoeur orthophoniste tout à l'heure, mais on l'utilise aussi beaucoup dans le cadre thérapeutique, ce jeu-là, et notamment pour faire ce qu'on appelle des remédiations. On peut remédier à partir du jeu. Il y a énormément de jeux, je crois, chez les orthophonistes, même qui sont édités, conçus par des orthophonistes et édités par les orthophonistes pour pouvoir rééduquer une dyslexie, pour pouvoir travailler sur un trouble de l'élocution. Enfin, le jeu a aussi cette fonction-là. Oui. Vous avez d'autres questions ou... C'est bon. C'est bon. Bon, merci de m'avoir écouté, c'est gentil.